Bonjour les quatrièmes. Voici donc le corrigé et le cours sur la deuxième partie. Après avoir vu la situation dans l'année 1789, nous abordons véritablement l'entrée en révolution du Royaume de France à travers le rôle décisif des députés des États généraux. C'est la deuxième partie, la révolte des députés, et ce qu'on appelle le serment du jeu de paume, le 20 juin 1789. Vous êtes ici, donc, à la page 19 de votre livret. Nous allons décrire un tableau qui nous a laissé cet événement à la postérité, le tableau de Jacques-Louis David, serment du jeu de paume. Mais au préalable, vous aviez un petit exercice qui visait à recontextualiser l'événement et à en proposer une sorte de résumé. Pour cela, vous deviez aller voir les différentes ressources proposées sur le Padlet. J'espère que vous le connaissez à présent. Nous avons ici la colonne numéro 3 avec le film La Révolution française et plusieurs extraits d'un film qui a été réalisé en 1989 pour le bicentenaire des événements et qui vous propose de faire la connaissance de Louis XVI, du ministre des Finances Necker, de différents acteurs, différents protagonistes de cette histoire au moment de la rédaction des cahiers de doléances, notamment Camille Desmoulins. Vous avez une scène d'ouverture de ces états généraux, très fidèle à ce que fut la réalité historique. Et puis bien sûr, l'extrait numéro 4, vous avez la scène du serment du jeu de paume. Autant d'extraits que nous aurions dû visionner ensemble en classe et commenter, et que je vous propose de faire seul chez vous. Vous pouvez naturellement aller beaucoup plus loin ensuite dans le visionnage du film. C'est ce qu'on va vous demander dans les semaines qui viennent. Vous allez pouvoir visionner tout ce qui se passe jusqu'à l'année 1794. Concentrons-nous aujourd'hui sur le serment du jeu de paume. Et revenons donc au film de l'événement. La situation initiale, le contexte, il s'agit ici de résumer en quelques lignes les événements que nous avons déjà commentés dans la partie précédente en 1789. Je vous propose donc, en 1789, le Royaume de France affronte une triple crise financière, alimentaire et sociale. Le roi Louis XVI décide de convoquer les États généraux. Précisez toujours que c'est l'assemblée des représentants des trois ordres. Ces États généraux doivent voter de nouveaux impôts et sortir de la crise. Mais un élément perturbateur survient. Les représentants du tiers-État refusent de discuter de nouveaux impôts sans que le roi n'accepte de profonds changements de la société. Ces députés du tiers-État, eux, conformément à ce que le peuple de France a écrit dans les cahiers de doléances, demandent notamment la réduction des privilèges de la noblesse et du clergé en matière d'impôts, en matière d'accès aux professions privilégiées, notamment. Pour les soumettre, le roi de France décide alors d'empêcher ces députés du tiers-État de se réunir tant qu'ils n'ont pas accepté ses propres règles, tant qu'ils n'ont pas accepté de discuter uniquement d'impôts. Les conséquences, c'est que le 20 juin 1789, les représentants du tiers-État, mais aussi une partie des représentants du clergé, notamment ce bas clergé, le clergé des campagnes, très proche du peuple du tiers-État, les petits prêtres, les curés qui ont été nommés, qui ont été élus députés par le peuple de leur paroisse. Ces représentants décident quand même de se réunir, de braver l'interdit du roi. Ils se rassemblent dans un gymnase près du palais de Versailles. C'est la salle du jeu de paume, qui est un jeu de raquettes de l'époque. Là, ils se promettent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution pour le pays. Une constitution, très importante, c'est le règlement politique qui fixe le fonctionnement d'un État, qui fixe ici le rôle du roi, mais aussi, on le comprend, le rôle des représentants du peuple. Le roi ne serait plus seul à gouverner, il ne serait plus absolu. C'est dans ce sens que l'on peut parler de l'acte 1 de la Révolution, premier geste politique révolutionnaire dans cette année 1789. Intéressons-nous donc au tableau qui nous a rendu cet événement si célèbre, le tableau de Jacques-Louis David, serment du jeu de paume, qui est en fait, Jacques-Louis David a réalisé surtout un dessin préparatoire au tableau, une esquisse. Le tableau a été terminé plus tard par des membres des artistes de son atelier. Et est resté très fidèle à l'esquisse. Alors vous aviez ensuite page 20, donc une description et une petite analyse à remplir, que vous avez peut-être fait ou peut-être sur lequel vous avez un peu bloqué. Alors pour ce faire, il faut vous porter sur le Padlet dans la colonne numéro 2. Nous avons la révolte des députés serment du jeu de paume, les fiches d'exercice, le tableau final
donc au-delà de l'esquisse. Et puis nous avons ici, un peu plus bas, pensez bien à dérouler vos menus, un petit lien vers une fiche biographique assez pratique de l'encyclopédie Larousse en ligne sur Jacques-Louis David, avec quelques informations essentielles. Pour commenter ce tableau, vous pouvez également aller sur un autre site. Alors là, si vous explorez un peu le Padlet, première colonne, ressources, vous allez trouver notamment un site très pratique, un petit peu compliqué, mais qui pourrait vous servir dans la suite de vos études, notamment au lycée, l'Histoire par l'image, qui propose différentes analyses de tableaux, notamment de tableaux historiques, dans lesquels vous trouvez donc des informations très intéressantes pour commenter le serment du jeu de paume. Voilà. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent prendre le temps, n'hésitez pas à visiter ces sites qui sont exigeants, mais qui sont passionnants aussi. Revenons donc aux commentaires du tableau. Et commençons par Jacques-Louis David. Quelques éléments de l'identité de l'auteur. Jacques-Louis David, on retient qu'il est un peintre français, qui est connu pour avoir traversé toute la Révolution française. Il s'est engagé politiquement. Il a mis d'abord son art au service de la Révolution. Et puis les événements font qu'il va progressivement changer de bord et devenir même le peintre officiel de l'Empire napoléonien au début du XIXe siècle. Et ce qui s'est étudié ici a été réalisé après les événements qu'elle commente, en 1791, et, fait important, c'est une commande de l'Assemblée des députés. Ça va être important pour définir le message de l'œuvre. Alors, premier plan que vous aviez à décrire, ce premier plan, nous allons prendre un découpage très classique, deux plans, un plan inférieur, un plan supérieur. Le premier plan paraît beaucoup plus dense, et donc nous allons seulement choisir quelques éléments à commenter. Nous n'allons pas décrire tout ce qu'il pourrait y avoir à observer dans cette foule. Cette foule, c'est l'Assemblée des députés. On remarque qu'elle est mise en scène comme sur une scène de théâtre. Les personnages nous font face et nous contemplons la scène, avec bien en évidence au centre du tableau le président de cette assemblée qui se constitue aujourd'hui, président qui s'appelle Bailly, qui est bien en évidence en haut sur la table. Sa main qui prête serment, qui fait cette promesse du jeu de paume, se trouve à la croisée des lignes de force, des diagonales du tableau qui sont suggérées ici par les rebords des fenêtres, qui sont suggérées encore par tous ses bras tendus vers lui. Cette main, donc, est le point de fuite du tableau et donne toute son importance au serment, cette promesse qui est le sujet principal du tableau. Dans ce premier plan, nous pouvons nous intéresser également à l'avant-plan. Trois personnages qui se trouvent devant, trois personnages religieux qui représentent les trois faces, pourrait-on dire, de la religion chrétienne, un moine, un prêtre et un pasteur protestant, qui se sont pendant des décennies, même des siècles, déchirés dans le royaume de France, qui a traversé des guerres de religion. Leur réconciliation ici, au devant de la scène, veut signifier qu'à travers cet événement, cette communion des députés, le royaume de France s'engagerait dans une période de paix, de concorde, dira-t-on, de tous les citoyens français. Autre élément que je choisis de commenter, c'est ce personnage en bas à droite, personnage qui ne partage pas l'union du tableau, qui a les bras croisés. Un autre député lui demande de se lever, mais un troisième lui dit non, laisse-le tranquille. Ici, nous avons une scène qui témoigne de l'esprit de tolérance et surtout de l'esprit de liberté de choix qui semble présider à cette union nationale. Voilà des valeurs qui sont incarnées à travers différentes figures dans le tableau. Nous avons donc un texte que vous pouvez rédiger ici sur la description du premier plan. Deuxième plan, il paraît un peu plus vide en apparence, mais il permet de part et d'autre de la scène de mettre en évidence le peuple penché aux fenêtres et qui acclame les députés qui, à travers certains d'entre eux, font le lien avec le peuple. Alors ici, c'est une reconstitution historique, il n'y avait personne penché aux fenêtres à ce moment-là sur le tableau. Nous sommes dans ce second plan, dans un aspect beaucoup plus symbolique du tableau. Jacques-Louis David a voulu montrer une action des députés
du tiers-état en lien, en communion aussi avec le peuple qu'ils sont censés représenter. Ce peuple est représenté par des femmes, des enfants, des soldats qui assistent à la scène. Ce second plan, c'est aussi celui des éléments naturels et qui ont une forte charge symbolique. C'est le vent de la liberté qui s'engouffre dans les rideaux et dans cette salle. C'est également un faisceau de lumière qu'on voit davantage sur le tableau terminé, faisceau de lumière qui tombe de manière oblique sur le personnage de Bailly et qui confère à cette scène un aspect sacré, quasiment religieux. Nous sommes dans les tout débuts d'une nouvelle ère, d'une nouvelle époque de la France, à travers ce serment du jeu de paume. Voici le texte de la description et du commentaire que vous pouvez recopier sur votre livre. Enfin, conclusion, ce tableau, il faut rappeler que c'est une peinture historique qui commente et qui célèbre la révolution politique débutée par cette révolte des députés face au roi. Il rend hommage aux principaux acteurs de l'événement, qui sont d'ailleurs en partie les commanditaires de l'œuvre en 1791. Ce n'est pas une œuvre neutre, ce n'est pas une œuvre objective. En laissant à la postérité, à l'histoire, une image reconstituée de cet événement, le tableau contribue en même temps à lui donner son importance fondatrice dans la Révolution. On aurait pu complètement négliger, voire ignorer ce fait, ce serment dans un gymnase, voilà, en contrebas du palais de Versailles, mais non, un peintre de grand talent nous en a livré une image de l'époque, et c'est ce qui fait que nos connaissances aujourd'hui s'appuient sur cet événement et datent le début de la révolution politique de cet événement. Le peintre donne une incarnation aux valeurs de liberté et de fraternité défendues par une partie de l'Assemblée révolutionnaire. En cela, c'est donc une œuvre de propagande qui met en avant des idées et des messages politiques. On comprend ici que l'art engagé se donne pour mission d'écrire l'histoire. Suite à cet événement, les États généraux vont se transformer en assemblée constituante, et nous allons véritablement entrer dans la Révolution française à travers un deuxième événement sur lequel vous allez travailler la semaine prochaine, qui est le 14 juillet 1789, l'entrée du peuple en lui-même, et non plus seulement de ses représentants, dans la Révolution. Bonne journée.